Donc du jour au lendemain, on apprend qu'on est sous sanction, qu'on ne peut plus utiliser ses avoirs européens, qu'on n'a plus le droit d'aller sur le sol de l'Union européenne, et que les gens autour de nous, s'ils nous aident, s'ils continuent d'avoir une activité économique avec nous, risquent du pénal pour contournement de sanctions. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application et également je m'adresse aussi aux lecteurs du magazine Omerta pour leur rappeler à ceux qui n'étaient pas encore au courant que notre nouveau numéro antimondialiste, Les Patriotes à la reconquête de l'Europe, est disponible en kiosque. Vous pouvez le trouver dans 5000 points de vente en France. Voilà, petite info, si vous ne l'avez pas encore, précipitez-vous et allez le chercher. Voilà. Maintenant, j'en viens à l'émission du jour. Merci d'être toujours nombreux à venir pour écouter la nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème, on va parler de guerre en Ukraine, mais sous un angle assez inédit ou inhabituel. Je reçois pour ça Étienne Éperon. Bonjour Étienne. Bonjour Régis Sommier. Alors Étienne, vous êtes avocat, vous êtes associé au cabinet EQA Avocat et vous vous occupez des fameuses sanctions, celles qu'on entend depuis le début de la guerre en Ukraine. On sait que des pays ont été sanctionnés, la Russie a été sanctionnée, des oligarques russes ont été sanctionnés, et puis récemment aussi des personnalités comme Xavier Moreau, Jacques Beau ont été sanctionnés au cœur de l'Union européenne. Racontez-nous d'abord, expliquez-nous en quoi consiste votre travail. Avec plaisir. Je vous confirme d'abord qu'on intervient dans le cadre des mesures restrictives de l'Union européenne, ce que la presse appelle les sanctions. Et on assiste à un certain nombre de personnes physiques en particulier, mais aussi quelques personnes morales, en l'occurrence des institutions bancaires, afin de solliciter l'annulation des sanctions à leur encontre. C'est la partie la plus importante de notre travail, c'est donc du contentieux judiciaire devant le tribunal de l'Union européenne à Luxembourg, où nous sollicitons que le tribunal annule les dites sanctions. À côté de ça, les personnes qui sont sanctionnées sont soumises à un régime spécifique auquel elles doivent se conformer. Par exemple, elles doivent assez rapidement, après avoir été mises sous sanction, faire état de leur patrimoine européen, de sorte à ce que celui-ci puisse être gelé et rester sous contrôle des autorités européennes. De la même manière, pour pouvoir continuer à exister lorsqu'on est sous sanction, compte tenu des nombreuses interdictions qui nous frappent et qui frappent les autres personnes autour de nous, qui les empêchent de nous mettre à disposition des fonds, des ressources économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider une personne sous sanction. C'est ça, une personne sous sanction ne doit plus recevoir de bénéfices économiques d'une tierce personne, elle-même tenue. Sinon, par qu'est-ce qui arrive européens. à la tierce personne? Éventuellement, c'est une infraction. Alors là, on rentre dans le droit communautaire, c'est-à-dire que c'est du pénal, et c'est du pénal qui est réglé au niveau de chaque État. Donc, en France, c'est l'article 459 du Code des douanes, vous risquez jusqu'à 5 ans de prison pour violation des mesures restrictives de l'Union européenne. Donc, pour ne pas risquer cela, les personnes sanctionnées et leur entourage bénéficient d'un certain nombre d'exceptions par les règlements, notamment pour les besoins vitaux, mais donc ou pour payer tout simplement les impôts. Imaginons une personne sanctionnée qui a des actifs en France, elle doit bien payer sa taxe foncière, c'est éventuellement sa taxe d'habitation, et donc à ce titre-là, on demande des dérogations. Et donc l'une des parties, l'une des choses que nous réalisons au cabinet, c'est bien sûr d'accompagner les personnes sanctionnées pour qu'elles puissent obtenir les dérogations nécessaires à ce que leurs actifs ne périclitent pas, à ce qu'elles puissent continuer à satisfaire à leurs obligations contractuelles. On a des salariés, il faut les payer, et donc tout ça devient soumis à autorisation. Et le spectre des autorisations qui peuvent être obtenues est très strict, et donc on ne peut plus faire grand-chose quand on est sous sanction, à part essayer de maintenir en l'état. On va y revenir. Combien de personnes actuellement sont sous sanction? Combien d'instituts? Combien de sociétés? On a plus de 3000 personnes, si vous voulez. 3000 personnes. Voilà. C'est lié à la guerre en Ukraine ou en général? Lié à la guerre en Ukraine. D'accord. Voilà. Il y a principalement
3 règlements, le 833-2014, 269-2014 et 2024-2643, qui réglementent les sanctions. Alors le 833 est plutôt les sanctions dites sectorielles, les interdictions secteur par secteur de procéder à des transactions. Elles ne visent que de manière marginale des personnes, et souvent des banques. En revanche, le 269-2014, c'est le règlement de base, celui qui vise toutes les personnes physiques et les personnes morales qui sont annexées à ce règlement et qui sont donc mises sous sanction. Et enfin, on a le nouveau règlement 2024-2643 qui, lui, va un peu plus loin que la simple situation en Ukraine. Il vise les activités déstabilisatrices de la Fédération de Russie, c'est-à-dire la désinformation. Et ça, c'est donc un nouveau règlement qui est arrivé en 2024 et qui, lui aussi, comporte une annexe avec un certain nombre de personnes visées. Et c'est notamment le règlement qui s'applique pour les 2 personnes que vous avez mentionnées, M. Beau et M. Moreau. On va revenir sur eux après. Donc votre travail, c'est d'essayer de sortir des gens ou des sociétés de ces listes. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que vous avez fait depuis le début de la guerre en Ukraine et surtout nous dire qui a établi ces listes? C'est Madame von der Leyen, c'est qui? Alors, les listes sont formellement adoptées par le Conseil de l'Union européenne. Donc ça fait partie de la politique étrangère et de sécurité commune, c'est-à-dire un pan de la législation qui n'est pas laissé au Parlement. Donc les règlements sont d'abord, en tant que loi européenne, peut-on dire, puisqu'ils sont d'application directe, décidés par le Conseil. Et ensuite, le Conseil change de casquette, revêt la casquette de l'exécutif, et c'est lui qui, ensuite, par le jeu de nouveaux règlements, mais d'exécution cette fois-ci, détermine qui sera inséré dans la liste. Donc ça, c'est sur le mécanisme, et peut-être pour préciser, parce que c'est extrêmement intéressant, la désignation d'une personne n'est pas précédée d'un procès. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un acte de l'exécutif. C'est discrétionnaire. C'est d'une certaine manière discrétionnaire, sans recours à un avocat, sans que la personne ait pu faire valoir ses observations, et bien sûr sans qu'il y ait eu de procès. Et là, du jour au lendemain, en plus l'effet de surprise est souhaité, et donc il est savamment entretenu par les autorités. Donc du jour au lendemain, on apprend qu'on est sous sanction, qu'on ne peut plus utiliser ses avoirs européens, qu'on n'a plus le droit d'aller sur le sol de l'Union européenne, et que les gens autour de nous, s'ils nous aident, s'ils continuent d'avoir une activité économique avec nous, risquent du pénal pour contournement de sanctions. Donc ça arrive du jour au lendemain. Et après, bien sûr, vous avez la possibilité de faire un recours, mais c'est un recours a posteriori, et c'est ce dont nous nous occupons auprès du tribunal. Voilà. Donc ça c'est un élément important. Ensuite, sur la mécanique du recours, parce que ça va répondre à votre question, la mécanique du recours, les sanctions sont renouvelées soit tous les 6 mois, soit tous les 12 mois, en fonction du règlement dont il s'agit. C'est-à-dire que quand on effectue un recours, on l'effectue nécessairement soit contre la décision initiale de sanction, soit contre son renouvellement. Mais la durée du renouvellement étant relativement courte, quand on arrive devant le juge, on ne se bat que pour une décision passée, et la décision, il est assez courant, voire quasiment systématique, que la personne soit déjà remise sous sanction. C'est-à-dire qu'on se bat pour le passé. On se bat pour dire, cette mise sous sanction était-il légale? Néanmoins, le jour où la décision est adoptée, la personne a déjà, entre-temps, été remise sous sanction. Et si ce n'est pas le cas, rien n'empêche le Conseil de la mettre sous sanction 6 mois après. Et donc on a un problème fondamental, selon moi, en ce qui concerne les recours devant le tribunal de l'Union européenne, c'est qu'ils ne sont absolument pas effectifs. C'est-à-dire, non seulement ils ne valent que pour le passé, mais ils ne lient pas le Conseil pour le futur. Et donc on a des cas emblématiques, le cas de la famille Popiansky. Monsieur, madame et leur fils sont sanctionnés. Monsieur a gagné 3 fois. Il a fait annuler à 3 reprises une ou plusieurs décisions de sanctions. Est-ce que c'est un ami de Poutine Non, pas du tout. Alors, on va revenir sur les motifs de désignation. Mais c'est intéressant. Non, c'est pas précisément non. Est-ce que c'est des affreux? Vous estimez qu'ils l'ont bien cherché quand même? Alors, je ne peux pas faire de généralité comme ça. Alors, en l'occurrence, pas du tout pour les personnes que je viens de... Justement, alors décrivez-nous. Ce sont précisément des gens qui ne sont pas connus pour être proches des autorités russes. Pourquoi sont-ils sanctionnés? Parce que ce sont des hommes d'affaires importants et qu'en tant que tels, la surface financière qui est la leur contribue au budget de la Fédération de Russie.
c'est l'un des critères du règlement 269-2014, qui est un homme d'affaires influent, participant à un secteur de l'économie qui contribue au budget de la Fédération de Russie. Voilà, ça, c'est un des critères. Donc n'importe qui peut être sanctionné. Parce qu'en réalité, ce critère, il est intéressant parce je viens de vous donner un libellé qui est à peu près exact, mais il était libellé de manière un peu trop restrictive. Et donc, il y a eu un certain nombre d'annulations de décisions de sanctions parce que la propre règle que s'était fixée le Conseil n'arrivait pas à la respecter. Qu'a fait le Conseil ? Il a changé la loi. Et donc, ce critère, désormais, comporte 3 sous-critères, chacun un peu plus précis, et pour éviter les annulations judiciaires. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec ce type de situation où une personne peut gagner à 3 reprises et être maintenue toujours sous sanction par le Conseil. Et donc on se pose la question de nos libertés fondamentales, à savoir le droit à un recours juridictionnel effectif, qui, à mon sens, ici, est tout à fait contestable. Maintenant, pour revenir sur les critères, effectivement, en 2014, la première mouture de ce règlement date de 2014, on avait plutôt des critères qui désignaient les gens qui soutiennent l'effort de guerre en Ukraine ou qui profitent de l'effort de guerre en Ukraine. En 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, on s'est mis à viser beaucoup plus large. Et donc les critères maintenant, celui que je viens de vous mentionner, l'homme d'affaires qui intervient dans des domaines économiques qui fournissent une aide budgétaire au gouvernement, ce critère-là, il peut être rempli par énormément de monde, même une petite activité entrepreneuriale, à partir du moment où le secteur économique d'intervention est lui-même important pour la Fédération de Russie. C'est incroyable parce que si on vous suit bien, imaginons un opposant au gouvernement russe qui aurait ou quelqu'un qui n'a pas marqué de sympathie particulière peut être sanctionné. Oui, tout à fait. Et complètement. Et alors, après, le choix de désigner quelqu'un est discrétionnaire. Oui. Je vais donner un exemple. Dans les premiers jeux des personnes désignées en 2022, l'un des motifs retenus était la participation à une réunion avec le président Poutine du principal syndicat industriel russe. Et donc, de mémoire, 36 personnes ont participé. 34 ont été sanctionnées. Se pose la question des 2 autres. Je veux dire, il s'exprime bien que c'est complètement discrétionnaire. On ne sait pas ce qu'ont fait les 2 autres. D'ailleurs, à mon avis, ça leur a sans doute pas été très utile en Russie. À mon avis, ça leur a même été reproché. Sans doute, bah oui. Le doute légitime sur leur coopération avec les autorités européennes. Donc, vous voyez, finalement, ça reste un choix de l'exécutif, presque un acte de gouvernement. Donc, revenons sur cette famille. Oui, donc la famille Poupiansky sont des entrepreneurs dans les pipelines, dans les tubes, donc oléoduc et gazoduc. Oléoduc et gazoduc, et dont on voit qu'ils n'ont pas été retenus pour le projet Nord Stream 2, par exemple, qui était notamment le fait d'entreprises proches du Kremlin. Et donc, c'est anecdotique, mais on peut imaginer que s'ils avaient été vraiment dans le clan du Kremlin, ce type de projet emblématique aurait été pour eux, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, connaissant un peu leur dossier, je note qu'ils n'ont pas de statut PEPS, et ils sont même réputés pour avoir entretenu des liens avec certains opposants, notamment M. Tchoubais, le grand organisateur de la privatisation des années 90 en Russie, qui est désormais, sauf erreur, réfugié aux États-Unis, et qui est connu pour avoir des liens avec la famille. Donc, donc il ne s'agit absolument pas d'une famille proche des autorités. Et le fils, c'est encore plus flagrant. Je veux dire, le fils, juste en 2 mots, c'est presque comme M. Beau. C'est un citoyen suisse, c'est quelqu'un qui n'a jamais été résident fiscal en Russie. Donc il a toujours payé ses impôts exclusivement en Suisse. Il y est depuis l'âge de 15 ans, il a la nationalité suisse, sa femme, ses enfants également. Et il n'a jamais été propriétaire d'une quelconque action d'une société russe. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé en Suisse avec des sociétés européennes, et notamment chypriotes, françaises, tchèques, qui étaient tout au sein d'un même groupe. Et ça constituait l'activité du fils. Et franchement, son lien avec la guerre en Ukraine est absolument
inexistant. Alors pourquoi? Parce qu'il est russe? Alors, pour être très clair, on ne comprend pas bien. Il a un nom russe, ça suffit. D'abord, il a un nom russe, ça c'est une évidence. Ensuite, il est le fils de son père, qui est effectivement un homme d'affaires important. On imagine aussi que, en visant les membres de la famille, le Conseil de l'Union européenne essaye de faire en sorte que ceux-ci ne deviennent pas des prête-noms pour le père désigné. Voilà. Enfin, si vous rapportez ça au droit pénal, en France, quand votre père braque une banque, le fils ne va pas en prison généralement, même si celui-ci est susceptible de réutiliser le fruit du larcin. Donc tout ça, donc on a quand même une contrariété avec le droit pénal ici qui m'apparaît flagrante et si vous voulez bien, on y reviendra un instant. Bien sûr. Allons-y. Le Conseil de l'Union européenne et le tribunal également nous indiquent que les sanctions ne sont pas du droit pénal. D'abord parce qu'ils ne visent pas à sanctionner un comportement passé, mais vise plutôt à ce que les personnes désignées changent de comportement. On y reviendra parce que parfois c'est absolument incompréhensible. Et accessoirement parce qu'elles sont réévaluées tous les 6 mois. Et donc que les privations du droit de propriété, du droit d'aller et venir ne sont que temporaires. Mais au regard de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que les recours judiciaires, on annule les sanctions et on est maintenu sous sanction, le caractère temporaire, provisoire de la mesure est tout à fait contestable. Donc accessoirement, pour certains de mes dossiers, sans les citer, reprochent aux personnes en question d'avoir effectué un acte qui appartient au passé, auquel on ne peut plus rien changer. Alors, dans ce type de circonstances, soit la personne est automatiquement enlevée. C'est rétroactif. C'est pas rétroactif, mais disons que comme en droit pénal, on vous dit vous avez braqué une banque il y a 2 ans, donc au bout de 2 ans d'instruction, vous allez en prison. Ici, on lui dit vous avez voté au Parlement pour le traité d'amitié entre la région de Lugansk, Donetsk et la Fédération de Russie, avant l'annexion. Ce simple vote, qui est un fait qui appartient au passé, ne peut plus être modifié. Donc l'argumentaire qui dit que c'est pour susciter des changements de comportement, là on ne voit pas très bien ce qu'on peut changer dans ce qui nous est reproché, puisque le fait appartient. Autant le fait d'être un homme d'affaires important, c'est quelque chose auquel on peut éventuellement apporter contradiction en démissionnant, en vendant ses activités ou en changeant d'activité. Autant un fait passé reste un fait passé, on ne peut rien faire. Alors il y a des jurisprudences qui dans certains cas nous permettent d'annuler les sanctions sur ce fondement, notamment la jurisprudence Ovsianikov, qui était l'un des gouverneurs d'une des régions annexées, je ne me souviens plus laquelle, et qui a démissionné de ses fonctions et qui a eu un comportement d'éloignement assez net des autorités russes et qui du coup a réussi à sortir des sanctions en s'illustrant comme étant anciennement du côté russe et comme s'étant très officiellement mis en retrait par la suite. C'est le seul exemple. C'est pas le seul. Il y a d'autres exemples de personnes qui ne sont plus sous sanction. Certaines sont étonnantes. On voit parfois le Conseil qui renonce à sanctionner quelqu'un avant même la fin d'un premier procès. Pourquoi ? Avec des motifs qui sont que la situation ne prête plus à sanctionner la personne. En réalité, on sait très bien que tout ça, les décisions de renouvellement sont des décisions qui se prennent à l'unanimité des 27 membres de l'Union européenne et qu'il suffit qu'un petit pays, à un moment donné, dise non, attention, lui, ça serait quand même mieux qu'on sorte des sanctions pour des raisons qui concernent le petit pays, ses liens économiques ou que sais-je encore. Et donc, on imagine bien qu'en réalité, c'est une décision politique dont on ne connaît pas très bien l'origine. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est quand même une prise de décision extrêmement opaque et surtout qui n'est pas vérifiée par un contre-pouvoir, ou en tout cas, c'est très très décidé de façon, je le disais, discrétionnaire. Complètement. Et plus surprenant encore, c'est que ces décisions sont formellement prises sur la base de coupures de presse. C'est simple, le Conseil de l'Union européenne n'a pas de procureur, n'a pas de service d'enquête. Donc, il ne peut se fier qu'aux éléments publics et disponibles. Et donc, on retrouve dans les dossiers de preuve des copies d'écran d'obscurs sites internet, parfois Atlantis, parfois des think tanks américains, parfois des journaux russophobes ou pro-ukrainiens en tout cas, des articles qui correspondent à des partis pris régulièrement.
Mais on sait bien que ce sont des dossiers officiels. Derrière, on imagine bien qu'il y a quelques rapports qui ne nous sont pas nécessairement divulgués. Et on imagine bien qu'un certain nombre de services sont à la manœuvre pour apporter des informations sur les personnes désignées. Voilà. Juste avant l'émission, là, vous m'avez dit que pour vous, le mécanisme même des sanctions est problématique. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, on le voit aujourd'hui avec les sanctions américaines. Thierry Breton, ancien commissaire, ancien ministre, sanctionné par les États-Unis concomitamment avec des activistes anti-haine en ligne allemands. Au motif que ces personnes, dont Thierry Breton, œuvrent pour la censure et que cette censure vise les entreprises américaines, les GAFA. Thierry Breton est désormais privé de pouvoir aller aux États-Unis et il n'a pas pu faire valoir une quelconque observation. Il n'a pas pu défendre son travail, il n'a pas pu s'expliquer en disant non, les projets politiques que j'ai soutenus lorsque j'étais en fonction ne correspondent pas à l'image que vous en faites. Enfin, il n'y a aucun débat et la personne est sanctionnée. Mais plus problématique encore, le juge français de la CPI et le procureur de la CPI, eux, sont sanctionnés au titre d'une loi américaine expressément contre la Cour pénale internationale. Que les États-Unis ne reconnaissent pas. Que les États-Unis ne reconnaissent pas. Les motifs de sanction de ces personnes, c'est attention, ils ont poursuivi Benjamin Netanyahou. Or, ni Israël ni les États-Unis ne sont partis à la Convention de Rome qui institue la Cour pénale internationale. Et donc, on considère que tout ça est illégitime, on ne le reconnaîtra pas et on poursuit ces gens-là parce qu'en réalité, ils cherchent à nous nuire. Mais les personnes désignées, là en l'occurrence, c'est interdiction de circulation sur le territoire américain, plus gel de tous leurs actifs, plus interdiction faite à tout citoyen américain, voire un peu plus loin que tout citoyen américain, d'avoir des rapports commerciaux avec eux. Donc, ce n'est pas le cas de Thierry Breton. Non, ce n'est pas le cas de lui, c'est plus léger. Voilà. Mais donc il y a plusieurs... alors tout à fait, en particulier aux États-Unis, vous avez un nombre de dispositifs législatifs de sanctions qui est extrêmement important. D'abord parce qu'ils ont commencé avant nous. Les premières sanctions américaines contre les États-Unis, c'est de 2006, le Magnitsky Act. Et donc ils ont une longueur d'avance. Et puis d'ailleurs, ce sont des lois parfois nettement plus complexes et qui comprennent notamment le soutien à la société civile, comme on dit, le soutien aux médias anti-gouvernement russes. Donc la loi de Magnitsky Act de 2006 que je viens de mentionner, elle prévoyait des milliards pour un certain nombre de radios, de chaînes de télévision. Voilà. Et donc c'est des phénomènes... disons que c'est plus assumé chez les Américains qu'il s'agit en fait de la politique étrangère. Il s'agit en fait d'un des éléments de politique étrangère. Et donc, ils nous mettent ça dans des lois fourre-tout avec d'autres aspects d'influence. Alors, donc récemment, vous avez parlé des différents types de clients que vous avez pu avoir depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, enfin depuis l'invasion russe de 2022. Donc récemment, 2 noms, mais il y en a d'autres, ont dominé l'actualité. Ça a été celui de Jacques Beau et celui de Xavier Moreau. Vous êtes le représentant de Xavier Moreau. Est-ce que ça vous a surpris cette évolution et qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a un durcissement aujourd'hui du régime des sanctions? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à découvrir bientôt? Alors, effectivement, d'abord, d'une certaine manière, je me réjouis de la situation puisque je suis une des rares personnes à indiquer que le mécanisme des sanctions est dangereux pour nous autres Européens et que personne ne s'en émeut tant que les victimes sont des méchants Russes. Et il va falloir, enfin, j'appelle de mes voeux une prise de conscience quand même de l'opinion et qui, à mon avis, va intervenir du fait que désormais nous avons des Européens qui sont sanctionnés. Donc nous avons une personne allemande qui a été désignée d'ailleurs en premier. C'est des gens qui n'ont plus des noms russes. Avant c'était des noms russes, c'est ça? Oui, et puis donc on a eu Xavier Moreau qui est ressortissant français et Monsieur Beau qui est ressortissant helvétique. Ça pose à mon avis, il y a 2 choses intéressantes à dire. La première, c'est que
ces personnes-là sont généralement protégées par leur écosystème d'origine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire leur pays, la France, qui a une constitution, avec des droits fondamentaux. Le droit de propriété est respecté en France. Et on se retrouve en fait à une sorte de contournement du droit national par le jeu du droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce que fait l'Union européenne vis-à-vis d'un ressortissant français, jamais la France ne pourrait le faire. En tout cas, jamais dans ces circonstances-là. Donc on a, de manière très évidente, une sorte de contournement des règles qui protègent les individus, qui protègent l'état de droit en France, par le jeu du droit de l'Union européenne. Ensuite, il faut voir quels sont les motifs de désignation. Ce ne sont que des hommes de médias. Désormais, c'est le nouveau règlement 2024-2643, on vise la désinformation. Et donc ces gens-là sont sanctionnés, donc sont, je le rappelle, privés de leur droit de propriété et de leur droit d'aller et venir en Europe, pour des propos tenus dans les émissions de télévision ou les chaînes YouTube qui les animent. Donc ces mécanismes des sanctions rentrent ici en interférence avec une nouvelle liberté fondamentale, la liberté d'expression. Et en particulier en France, je veux dire, nous sommes le pays des Lumières, alors c'est un peu idiot de répéter ça à toutes les sauces, mais ça fait quand même partie, dans une large mesure, de notre ADN, que d'avoir des débats d'opinion en France et que d'accepter que des gens aient des opinions qui ne soient pas les nôtres et qui puissent les exprimer. Et je vous rappellerai que la semaine dernière, jeudi dernier, on a eu 6 nouvelles personnes sanctionnées au titre de ce règlement sur la désinformation. Ce sont des artistes et des journalistes russes. Je ne connais pas leur dossier, je ne sais pas quelles sont les âneries qu'ils ont pu dire, mais pour l'une d'entre elles, dans les motifs, on retrouve comme raison de sa sanction que quand il parle des autorités ukrainiennes, il utilise le vocabulaire « régime de Kiev ». Alors, je ne sais pas s'il est légitime de parler d'un régime de Kiev ou si c'est exprimé une ligne éditoriale fâcheuse. En tout état de cause, pour moi, ça relève quand même d'une approche, d'une ligne éditoriale. Certes, c'est péjoratif, mais je m'adresse aux journalistes que vous êtes. Moi, je serais à votre place, j'aurais des frissons en voyant que désormais, on peut restreindre la liberté de mouvement et le droit de propriété d'un ressortissant français sur la base de tels motifs. Voilà. Mais là, c'est des ressortissants Oui, russes. bien sûr, mais c'est le même règlement. Et c'est la même chose pour Xavier Moreau. Xavier Moreau, on lui reproche un narratif pro-russe. Qu'il admet d'ailleurs. Il a ses propres prises de position. Je pense que c'est un personnage public, les gens connaissent son positionnement politique et géostratégique. Et bon, voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on accepte que des Français, des hommes de médias, aient un narratif qui soit le narratif de l'ennemi, le narratif de la Russie, en l'occurrence. Bon. Moi, il me semble que avec qui on n'est pas officiellement en guerre. Avec qui on n'est pas officiellement en guerre, mais enfin, vous voyez bien que aujourd'hui, dans notre espace médiatique à nous, la position russe sur les sujets mondiaux ne nous est pas connue, ou elle nous est rapportée que de manière très filtrée. Pourquoi est-ce que naturellement, parce que tous les médias russes ont été interdits en Europe. Ça, c'est une des premières choses qui est intervenue en 2022. Donc on ne sait plus quelle est la voix de la Russie. Et les dernières personnes qui portent la voix de la Russie, comme Xavier Moreau, et qui sont accessibles, on va dire, en Europe, on les sanctionne. Donc aujourd'hui, à mon avis, on a un dilemme qui, je crois aussi, doit s'analyser dans le contexte de l'initiative de labellisation des médias. C'est-à-dire que ce règlement européen, il n'intervient pas à n'importe quel moment. Il intervient à un moment donné où l'Union européenne, dans son entièreté, réfléchit à labelliser les médias. Et donc à savoir qui détient la véritable information et qui ne fait que de la désinformation. Donc dans cette... c'est quand même très intéressant, mais donc vous, ça ne vous a pas surpris. Maintenant, si Xavier Moreau revient en France, qu'est-ce qui se passe ? Alors, comme il est ressortissant français, la France a la possibilité de généreusement déroger à l'interdiction
de présence sur le territoire, et donc il devrait pouvoir être présent sur le territoire français. D'accord. Est-ce qu'il souhaite revenir ou pas? Je vous laisserai poser la question, mais je pense que dans une large mesure, il ne le souhaite pas. En tout cas, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que... On précise que Xavier Moreau vit à Moscou. Ouais. Xavier Moreau, à ma connaissance... Et il a la nationalité russe. À ma connaissance également, oui. Mais enfin, d'avoir une nationalité complémentaire ne devrait pas vous... non, bien sûr. Des droits, non, mais je voulais savoir quel est le mécanisme, parce que gel des avoirs pour une personne sur le territoire français, une personne qui est française, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, il ne peut plus payer son téléphone portable français, il ne peut plus payer ses traites, ses traites immobilières sans avoir des autorisations de la Direction générale du Trésor. Donc aujourd'hui, n'importe quel mouvement financier qui concerne M. Moreau et qui passe par l'Europe doit faire l'objet d'une autorisation. Et puis même, vous voyez, je pense que M. Moreau, il vit principalement des revenus que génèrent ces chaînes YouTube. Et aujourd'hui, et qui sont principalement regardées par des Européens. Et donc, si les Européens continuent de contribuer via des paiements, alors je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais oui, via des paiements sur YouTube, eux-mêmes s'exposent à des sanctions pénales pour contournement des sanctions. Et puis, alors, plus encore, pour M. Beau et pour M. Moreau, ce sont des gens qui publient des livres. On se pose la question de leur capacité à continuer à publier. Parce que, alors s'il existe quelques dérogations pour les contrats qui ont été conclus antérieurement à la désignation et qui permettent donc de continuer à exécuter les contrats en cours, les nouveaux contrats, c'est très compliqué. Un éditeur ne pourra plus aujourd'hui éditer une personne sanctionnée. Éditer une personne sanctionnée sans s'exposer elle-même à des risques de nature pénale. Donc en plus de ça, pour ce qui concerne ces personnes-là, en l'occurrence, il y a un aspect de muselage. On va les empêcher de s'exprimer. On va couper la surface médiatique dont ils disposent. Est-ce que parce que, comme je le rappelais, nous ne sommes pas, nous, Français, ni nous, Européens, en guerre officielle. Il n'y a pas de déclaration de guerre contre la Russie. Si tel devient le cas, est-ce que d'autres mesures peuvent être prises ? On sait qu'en 14-18, par exemple, le contrôle de l'information était total. Peut-être plus d'ailleurs qu'en 39-45. Mais au moment de l'entrée en guerre, chasse aux espions, et tout ça était communément admis par la population. Tout à fait. C'est les actes de gouvernement. C'est-à-dire, je suis absolument d'accord, si on venait être en guerre contre la Fédération de Russie, tout ça se verrait d'une autre manière. Intelligence avec l'ennemi. Donc, effectivement, ça changerait tout. Maintenant, est-ce qu'on s'oriente vers une guerre au sens auquel notre Constitution le prévoit? Je ne suis pas du tout certain. Et je ne le souhaite pas non plus. Voilà. Et maintenant, question importante aussi, on a évoqué donc Xavier Moreau qui reconnaît, qui assume avoir un narratif pro-russe, et Jacques Beau qui, lui, réfute cette attitude en se basant sur le fait qu'il ne prend comme source pour l'écriture de ses livres que des sources occidentales et ukrainiennes, et non pas des sources russes. Est-ce que vous faites une différence entre le cas de Jacques Beau et le cas de votre client, Xavier Moreau? Alors, je ne connais pas suffisamment le cas de M. Beau, mais effectivement, j'ai pu entendre dire qu'il s'abstenait d'utiliser un quelconque vocabulaire qui puisse lui être reproché, comme le vocabulaire de ukro-nazi, ou ce type de mots, effectivement qu'il se source exclusivement en Europe, aux États-Unis et en Ukraine, et qui se refuse. Et qu'il a travaillé pour l'OTAN, et qu'il a travaillé pour l'ONU, enfin bref. C'est ça. Et est-ce que vous voyez une différence? Et accessoirement, lui n'a pas la double nationalité, il me semble. Mais en même temps, lui n'est pas non plus citoyen de l'Union européenne. Non. Et donc sa situation juridique est encore un petit peu différente. Moi, je pense que la question que vous me posez, elle est compliquée. Parce que vous êtes en train de me dire, est-ce qu'il y a une différence de degré ou une différence de nature? C'est ça. Et en réalité, moi, j'ai envie de vous répondre, on ne peut pas rentrer dans l'analyse des différences de degré. On est sur deux informations dont le contenu ne convient pas à l'Union européenne, est considéré comme contraire au narratif que nous développons
dans les médias, et à ce titre-là, préjudiciable, et fake news, on sanctionne. Donc, j'ai pas eu l'occasion de faire une analyse détaillée de tous les écrits de ces deux personnes pour vous dire oui, dans l'un des deux cas, ça serait plus justifié que dans l'autre. Pour moi, ce sont deux délits d'opinion. Ce que je veux vous dire, c'est que dans le cas de Jacques Beau applique, nous l'avons reçu plusieurs fois chez Omerta, Jacques Beau applique d'abord des connaissances assez poussées des doctrines militaires respectives, que ce soit de l'OTAN ou de la Russie, une description et un passage, on va dire, un filtre du conflit ukrainien à travers ces principes, et surtout une démarche d'analyste qui effectivement parfois est très froide et déconnectée on va dire, de sentiments ou de choses, mais cette démarche finalement fait que à aucun moment Jacques Beau n'a été on va dire pris dans l'idée de souhaiter par exemple la victoire de la Russie. C'est pas ce qu'il dit. Il dit ça se passe comme ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, etc. Et il fait une analyse détaillée. Oui. C'est quand même substantiellement différent de Xavier Moreau, qui nous parle de la bataille de Stalingrad en disant voilà, c'est Bakhmout, ou qui a quand même un vocabulaire assez incendiaire parfois sur voilà, c'est un polémiste. Oui, mais je pense dans la plus grande tradition française. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de l'être. Hein, non, bien sûr. Et que je le répète, être pro-russe n'est pas un délit. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, à vrai dire, j'ai absolument aucune idée de ce que Xavier Moreau, dans son fort intérieur, souhaite pour la Russie et la France et l'Union européenne, si vous voulez. Et qui est un peu, que ce soit un caractère émotionnel et que ce soit quelqu'un qui mette ses tripes dans ce qu'il fait, ça j'en conviens tout à fait. Après, je pense que c'est également un officier de Saint-Cyr, c'est également quelqu'un qui applique son expérience à la situation actuelle, l'expérience de militaire, et donc son analyse géostratégique puise aussi ses sources non pas dans un biais pro-russe, mais dans une connaissance du terrain. Des éléments, voilà. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà. Après, je pense que intellectuellement, les situations sont similaires. Sans doute que le jugement qu'on peut porter, nous, alors pas en tant qu'avocat, mais en tant que observateur, que téléspectateur de leurs travaux, peut varier. On peut se sentir plus proche de l'un, plus proche de l'autre. Voilà. Encore une fois, moi je défends pas le narratif de M. Moreau. En revanche, je défends le fait qu'il puisse avoir ce narratif sans s'exposer à une situation de restriction de ses libertés fondamentales en Europe. Et en tout cas, certainement pas sans qu'il y ait eu un procès et sans qu'il y ait eu des juges et des avocats pour le défendre. Je pense que c'est notre grandeur. Et moi, je travaillerai pour n'importe quelle personne sanctionnée qui défendrait devant moi le régime des Khmers rouges. Et sans que on puisse me soupçonner d'une quelconque sympathie pour ce régime. Je pense que c'est notre ADN de Français et d'avocats demeurant. Vous voyez la situation empirer? Quel est votre sentiment? Vous qui êtes en contact justement avec ces organismes européens qui décrètent ces sanctions, qu'est-ce qui va... Aujourd'hui, il y a deux mouvements contraires les sanctions sont utilisées par tous les blocs pour défendre leurs intérêts. Les Américains les utilisent parce que nous censurons nos citoyens. Et nous l'utilisons pour censurer les Russes parce qu'ils ont un narratif contraire au nôtre. Ou des Français puisqu'ils ont le narratif russe. Donc vous voyez bien que aujourd'hui c'est devenu la course à l'échalote des sanctions. Les juges en charge de la procédure concernant Marine Le Pen et les assistants parlementaires du Rassemblement national qui font état de potentielles ingérences américaines avec la douce musique de vous risquez d'être mis sous sanction si vous continuez à embêter Marine Le Pen. Donc moi je vois plutôt que c'est un mécanisme extrêmement pratique à la main de l'exécutif et que avant que l'exécutif arrête de l'utiliser, il va se passer un peu de temps. Et je pense au contraire qu'on va vers une augmentation significative des cas de sanctions. D'accord.
Étienne Éperon, merci beaucoup pour ces analyses très précises sur ce vaste sujet qui, effectivement, qui est un sujet brûlant, en tout cas. Merci d'être venu chez Omerta pour en parler. Merci à vous. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. C'est assez rare qu'on ait autant de détails et qu'on comprenne bien et qu'on arrive à bien comprendre les mécanismes qui régissent justement les institutions européennes, américaines également, et ce régime de sanctions qui, appliqué à l'échelle mondiale, eh bien, donne des choses assez choquantes, faut bien le reconnaître. J'espère que vous reviendrez plus nombreux encore la prochaine fois. Vous vouliez ajouter quelque chose, Étienne ? Non, je vous remercie. J'étais ravi. Merci d'être venu nous voir. Quant à vous, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis, portez-vous bien. À bientôt.